Bonjour à tous, nous allons ouvrir le conseil municipal avec quelques informations et nous commencerons par les M de Marc. Comme vous avez dû le constater, les arbres du bois Jardot le long de la rue Jean-Bart entre le Fort Vert et les M de Marc ont été abattus. Cet endroit faisait le charme de l'accès au hameau. Il apparaît que le propriétaire de la parcelle sur laquelle étaient plantés les arbres est un particulier et que le terrain n'appartient ni à la municipalité ni au département du Pas-de-Calais, contrairement à la dune Noyon. De nombreux arbres menaçaient de tomber sur la route en cas de tempête. Le propriétaire a donc décidé de les abattre. Comme vous, bien entendu, nous regrettons cet abattage contre lequel nous sommes impuissants, tant ces arbres faisaient la singularité du lieu et marquaient l'entrée dans le village. Sachez enfin que les agents de l'Office français de la biodiversité, exerçant le pouvoir de police de l'environnement, se sont rendus sur place et ont décidé de mener une enquête. Vous êtes nombreux à nous interpeller sur la nécessité de créer un cheminement piétonnier sécurisé entre les M et le Fort Vert. La commune va donc profiter de cet état de fait pour faire passer un géomètre afin de borner le domaine public de la commune sur la partie sud de la rue Jean-Bart, de l'entrée du hameau jusqu'à la dune Noyon, afin de récupérer la jouissance des accotements de la route. Et comme nous nous étions engagés auprès des participants à la première réunion de présentation aux riverains de l'étude sur la requalification de la rue Roblin, qui était le 24 février dernier, nous pourrons à terme entamer la création de ce cheminement piétonnier sécurisé entre les M et le Fort Vert. C'est vrai que ça manque quand même bien. Aussi, nous avons appris il y a quelques jours la décision de Mondial Relais de mettre fin au contrat de dépositaire avec le café Le Col Vert le 14 avril. Une décision incompréhensible sur laquelle la municipalité souhaite intervenir. On le sait, ce service de proximité facilite la vie de bon nombre d'habitants du hameau. Ainsi, la municipalité a décidé d'intervenir auprès de Mondial Relais afin de les persuader de faire machine arrière. Comme pour bien d'autres projets, soyez-en sûrs, nous ferons le maximum pour maintenir ce service pour les habitants des M. Un autre sujet sur lequel nous désirions revenir, c'est celui de la situation migratoire le long de notre littoral, en particulier au M de Marc, où une barrière a été récemment posée à l'entrée de la Rampole. Cette barrière vise à empêcher les passeurs d'acheminer le matériel, les canaux, les vivres, les moteurs, qui sont nécessaires aux tentatives de traversée par les migrants sur notre côte. La pose de cette barrière à l'entrée de la Rampole est complétée par le même dispositif sur la Dictaf à la limite de Marc et de Calais. En sachant que sur la Rampole, il y a également une caméra qui avait été mise avec le dispositif Terminus. Ce dispositif de prévention des départs et des drames dans la Manche est une demande de la préfecture du Pas-de-Calais et qui a été intégralement financée par les Britanniques via le fonds Sandhurst. Les dépôts de matériel étant généralement effectués la nuit, nous veillerons à ce que la Rampole reste accessible aux habitants en journée. La nuit, elle ne sera accessible qu'aux personnes autorisées, les services de secours, les chasseurs dans le cadre du bail d'occupation du domaine public, qui les lie avec l'État et l'association de chasse maritime du Calaisis. Alors, on s'organisera certainement avec un numéro de téléphone. Nous compléterons ce dispositif par un fossé et des enrochements. Par ailleurs, je vous rappelle que le parking au bout de la Rampole est propriété de l'État et celui-ci a octroyé un bail exclusif d'occupation à l'association de chasse maritime. Donc, de ce fait, normalement, il n'y a que les véhicules des membres de l'association qui devraient être autorisés à se stationner. Autre sujet, depuis le début de l'année, l'équipe du CCAS travaille sur les attributions de 58 logements du programme Les Ursulines, avenue Henri Matisse, en lien avec le bailleur Terre d'Opale Habitat. Ce programme est composé de 26 logements type béguinage et de 4 bâtiments de 8 logements. Ils seront livrés en juin prochain. La semaine dernière, la commission d'attribution des 26 logements type béguinage a eu lieu. Après un travail minutieux sur le profil des dossiers de demande, la commune a participé vendredi dernier à cette commission qui a confirmé les propositions réalisées. Ce seront ainsi des personnes de plus de 60 ans qui intègreront
qui intégreront ces logements neufs de très bonne qualité, adaptés aux personnes en situation de handicap. Vendredi à 18h30, à la maison Patrick Boulet, je rencontrerai avec les élus et les habitants du quartier Schweitzer afin d'évoquer le prochain aménagement d'une nouvelle aire de jeu et d'un square qui est devenu actuellement assez défraîchi, même délabré, qui est marqué quand même par le temps et qui en a vraiment bien besoin. Comme à son habitude, bien entendu, nous solliciterons l'avis des habitants et usagers avant tout début de travaux. Donc nous les rencontrerons donc vendredi soir pour faire un point avec eux de ce qu'ils souhaitent sur ce site. Le 8 février dernier, la commune a organisé un petit déjeuner citoyen au Fort Vert. Nous avons souhaité, depuis début septembre 2024, être au plus proche des habitants et aller vers eux plutôt que de les faire venir en mairie, ce qui est quand même beaucoup plus apprécié, moins formel et certainement moins intimidant. Nous avons pris un petit déjeuner avec les habitants pour évoquer les sujets du quotidien comme la sécurité routière, l'entretien de l'espace public. Ils étaient ravis de pouvoir échanger avec nous et sont repartis en ayant pu poser leurs questions et même obtenir des réponses. Nos 2 prochains petits déjeuners citoyens auront lieu le 26 avril pour le quartier des Dryades, juste sur le parvis des Dryades, et le 24 mai sur le quartier à proximité du rond-point du Moulin. Voilà les 2 prochains petits déjeuners citoyens. Une autre nouvelle qui est arrivée vendredi est celle du département qui concerne notre collège. Le département nous a informé qu'il allait lancer durant les vacances d'avril une série de travaux. Le nettoyage haute pression des façades des bâtiments, faire des travaux d'étanchéité, la remise en peinture du bâtiment B. Des travaux de requalification du bâtiment principal devraient débuter début 2026 pour un montant de 2 millions. Nous avons quand même, depuis pas mal de temps, on est intervenu sur ce dossier, nous les élus, mais aussi nos conseillers départementaux, Madame Nicole Chevalier et Monsieur Frédéric Melchior, que je remercie. On voit que ça a fini par payer toutes nos interventions. Enfin, dans le cadre de sa politique visant à améliorer le cadre de vie et à réinviter la biodiversité dans la ville, la municipalité a entrepris le réaménagement de l'étang des Dryades en 2021. Dans la foulée, elle a totalement rénové son parvis en 2024. Afin de mettre en exergue ces travaux et remercier les partenaires qui ont rendu possible cette belle réhabilitation, comme Terre en Vie, Jarbeau, Paysage 360 et Terre Idéale, ainsi que les financeurs, l'État, les fédérations de pêche, la chasse du Pas-de-Calais et l'agglomération Grand Calais Terres et Mers, nous organiserons une cérémonie qui se déroulera le samedi 26 avril 2025 à l'étang des Dryades, l'allée des Aigrettes. En plus d'une présentation du projet et une explication des travaux, la municipalité organise toute une série d'animations et d'initiations autour de la biodiversité de 11h à 16h, donc n'hésitez pas à venir participer à toutes ces belles animations. Voilà, j'en ai terminé avec les informations d'ordre général. Je vais proposer, en l'absence de Madame Hugo, Monsieur Quentin Ouillaume, secrétaire de séance. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est bien Monsieur Ouillaume qui fait l'appel. Merci Madame le maire. Madame Noël Corinne. Présent. Monsieur Lefebvre-Raymond. Présent. Madame Dumont de Seigne-Véronique. Présent. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Louchet-Laurence. Présent. Monsieur Tacoun Jean-Michel, excusé, donne pouvoir à Monsieur Dumont Pierre-Henri. Madame Millien Sophie. Présent. Monsieur Willem Quentin, présent. Madame Mercier Sabrina, excusé, donne pouvoir à Madame Louchet-Laurence. Monsieur Pile Robert. Présent. Monsieur Langlin Daniel, excusé, donne pouvoir à Monsieur Pile Robert. Monsieur Louvet Dimitri. Présent. Madame Carbonnier Thérèse. Présent. Madame Fiolet Evelyne. Présent. Monsieur Masson Tony. Présent. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Madame Lavierville Marilyn, excusée, donne pouvoir à Madame Millien Sophie. Madame Branly Sandrine. Madame Magny-René, excusée, donne pouvoir à Monsieur Butet Philippe. Madame Gessler-Marise, excusée, donne pouvoir à Madame Branly Sandrine. Madame Vandoile Julie, excusée, donne pouvoir à Madame Dessort Annie. Monsieur Brancard Christopher, excusé, donne pouvoir à Monsieur Louvet Dimitri. Madame Dessort Annie. Monsieur Fuselier Patrick.
Madame Vautier-Monique, excusée, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre-Raymond. Monsieur Voisselin-Jeanguy. Madame Hugo-Léa, excusée, donne pouvoir à Madame Fiolet-Evelyne. Monsieur Butet-Philippe. Monsieur Deroy-Alexandre, excusé, donne pouvoir à Madame Carbonnier-Thérèse. Monsieur Bouchel-William. Madame Bouchel-Céline, excusée, donne pouvoir à Monsieur Bouchel-William. Madame Ben-Sabrina. Et Monsieur Perron-Laurent, absent. Merci, Monsieur Guillaume. Le quorum étant atteint, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal. Je vous propose d'ajouter une délibération qui était sur vos tables. Elle concerne la renaturation des espaces verts. Je pense que vous avez pu en prendre connaissance quand vous êtes arrivés. C'est simplement une demande de subvention. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Nous allons pouvoir donc l'ajouter à l'ordre du jour. Allons-y. L'approbation du procès-verbal du 10 mars 2025. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, des votes contre, des abstentions? Adopté. 2.1. Alors, nous allons commencer avec l'approbation du compte gestion 2024. Monsieur Lefebvre, êtes-vous prêt? C'est bon? Alors, on y va. Merci, Madame le maire. Donc, le compte de gestion et le bilan financier des comptes de la commune est établi par le comptable public de la commune. Je vous rappelle que les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. L'ordonnateur prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable, seul chargé du maniement des fonds publics, en assure le recouvrement et le paiement après avoir exercé les contrôles visant à constater la régularité de ses recettes ou de ses dépenses. Le compte de gestion doit être conforme au compte administratif, doit être validé par le conseil municipal. Madame le maire vous confirme que les chiffres et les comptes du compte de gestion 2024 sont strictement identiques à ceux du compte administratif 2024, autant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Ce compte de gestion n'appelle ni observation et ni réserve sur la tenue des comptes. Merci, Monsieur Lefebvre. Des remarques, des votes contre, des abstentions? Adopté. 2.2. Avec l'approbation du compte administratif 2024. Les documents relatifs au compte administratif 2024, maquette, notes de synthèse et bilan annuel 2024 de la gestion des AP vous ont été transmis par mail pour la commission finances du 17 mars 2025. Je vous rappelle que l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel, dans la séance où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit un président de séance autre que le maire. Le maire peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote. Une procuration donnée au maire ne peut être utilisée lors du vote du compte administratif. De la même manière, le maire ne peut donner procuration à un conseiller pour voter à sa place lors de ce vote, bien entendu. Je vous propose d'élire Monsieur Lefebvre, président de séance, pour cette question. Des votes contre, des abstentions? Allons-y, Monsieur Lefebvre. Merci, Madame la maire. Alors, le compte administratif constitue le compte-rendu de la gestion du maire pour l'exercice écoulé. Il retrace les ouvertures cumulées de crédits en dépenses et en recettes votées par l'Assemblée, les dépenses et les recettes effectuées par l'ordonnateur et constate les résultats comptables de l'exercice écoulé. Avant de passer à la présentation du compte administratif, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2024, le budget de la ville applique la nomenclature budgétaire et comptable M57. Alors, à l'examen des comptes 2024, les observations suivantes peuvent être faites. Tout d'abord, en fonctionnement, le montant total des dépenses de fonctionnement s'élève à 10 123 931,08 €, soit une progression de 4,22 entre 2023 et 2024. Ces dépenses se répartissent de la manière suivante. Alors, le premier chapitre, 59,45% des charges concernent les charges de personnel. Celles-ci augmentent de 3,43%.
Il s'agit du chapitre 012. Le deuxième pavé concerne les charges à caractère général. Elles représentent 24,34%. Il s'agit du chapitre 011, c'est-à-dire les chapitres 60, 61, 62 et 63. Il s'agit là des charges pour le fonctionnement des services, l'entretien du patrimoine communal et nos différents contrats de prestation. Ces charges augmentent de 6,7%. Le troisième pavé concerne les autres charges de gestion courante. C'est le chapitre 65, c'est-à-dire tout ce qui concerne le service incendie, les subventions, les indemnités des élus. Ce chapitre représente 14,67% et il progresse de 9,94%. Et enfin, 1,54% d'autres charges, c'est-à-dire des charges financières, des charges spécifiques, provisions et atténuation de produits. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'effectivement, tout ça, ça a été vu lors de la commission finances. Nos recettes réelles de fonctionnement, celles-ci se sont élevées à 11 639 269,33 €, hors excédent reporté. Les deux gros chapitres, les impôts et taxes représentent 55% de nos recettes de fonctionnement. Ce sont les chapitres 731 et 73. Et le deuxième pavé, pour 32,30%, il s'agit des dotations et des participations que nous recevons. Chapitre 74. Le résultat reporté de l'année 2023 au compte 002 s'est élevé à 825 300 €. Nous avons donc pour 2024, sur le budget général, un excédent de fonctionnement de 1 756 012,43 €. En dépenses réelles d'investissement, elle s'élève à 3 242 935,73 €, réparties de la manière suivante. Tout d'abord, la reprise du déficit d'investissement de 2023. Ensuite, elles comprennent également les différents chantiers terminés ou commencés ou poursuivis en 2024. Elles comprennent aussi les différents achats, un tracteur, un camion-benne, etc., etc. Et bien évidemment, le paiement de nos annuités d'emprunt en capital. La section d'investissement du budget peut aussi comprendre des autorisations de programme, les APCP, et de crédits de paiement. Alors, en 2024, certaines de nos dépenses d'équipement faisaient l'objet justement d'une autorisation de programme. Le bilan annuel 2024 de la gestion de ces AP se présente ainsi. Donc la première, il s'agit de l'opération 9039, c'était l'opération pour la réfection du quartier des Hautes Communes, donc qui s'élevait à 1 745 561 €. Eh bien, les travaux étant terminés, le solde au 31 décembre 2024 de 10 385,54 € sera annulé en 2025 puisque les travaux sont terminés. La deuxième APCP concerne la réfection des allées des Chardonnerets, des Fauvettes et des Pinsons. C'est l'opération 9042. Alors, les travaux n'étant pas terminés ici au 31 décembre et le reste à financer étant estimé à 608 692 €, l'autorisation de programme sera donc révisée en 2025 et fixée à 627 193,89 €. Et la troisième APCP concerne le renouvellement de l'éclairage public, l'opération 9043. Afin de prendre en compte l'évolution de cette AP, celle-ci sera révisée en 2025 et fixée à 1 360 000 €. Nos recettes d'investissement, elles s'élèvent à 2 748 493,44 €. Compte tenu donc de ces éléments et des opérations d'ordre et patrimonial réalisées sur l'exercice 2024, la section d'investissement laisse donc apparaître un solde d'exécution excédentaire de 90 183,53 €. Il y a des restes à réaliser, donc de 2024, de la section d'investissement. Ils seront pris en charge donc dans le budget 2025. En dépenses,
Elle s'élève à 1 413 159 euros. Et en recettes, elle s'élève à 1 255 203 euros. En tenant compte donc des restes à réaliser, on constate un déficit de financement en investissement de 67 772 euros et 47 centimes. Le résultat comptable, donc cumulé de l'exercice 2024, est donc de 1 688 239 euros et 96 centimes. L'article 194 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 a instauré l'obligation pour les collectivités, c'est nouveau, de plus de 3500 habitants et utilisant la nomenclature M57 d'établir ce qu'on appelle un budget vert. La mise en œuvre de ce budget vert se fera de manière progressive, à savoir, donc en 2024, l'axe 1, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique. Entre 2025 et 2026, l'axe 1 et l'axe 6 pour la préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. Et enfin, en 2027, tous les autres axes. Alors, concernant l'axe 1, étant le seul axe obligatoire en 2024, seules les dépenses éligibles à cet axe ont été reprises et se déclinent de la manière suivante. Tout d'abord, des études et diagnostics portant sur la réfection de la toiture du COSEC pour un montant de 18 234 euros. Deuxièmement, un audit sur le passage en LED de l'éclairage public pour un montant de 13 200 euros. Également la fourniture et la pose de fenêtres au local de la SMIDO pour 4 214 euros et 40 centimes. Et enfin, les travaux de réfection de la toiture du COSEC pour 824 788 euros et 80 centimes. Concernant la cotation environnementale, celle-ci ne fait pas l'objet d'un contrôle ni des préfectures, ni des comptables, mais elle est obligatoire. Madame le maire vous propose d'émettre une cotation environnementale favorable à ces dépenses d'investissement. J'en ai terminé. Monsieur Lefebvre, merci. Avant de me laisser sortir, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je sors direct. Okay. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, 100%. Le vote est favorable à 100%. Merci, monsieur Lefebvre. Alors, nous allons continuer avec le 2.3, l'affectation des résultats 2024, qui doivent être affectés avant d'être repris dans le budget 2025. Je vous propose d'approuver l'affectation suivante, le report de l'excédent d'investissement, c'est l'article 001, recettes d'investissement, pour 90 183,53 €. Le financement des dépenses d'investissement, article 1068, recettes d'investissement pour 997 812,43 €. Et le report du solde de l'excédent de fonctionnement, section de fonctionnement, article 002, recettes de fonctionnement pour 758 200 €. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Nous passons au 2.4 avec la consolidation des comptes 2024. Monsieur Lefebvre. Merci, Madame le maire. Donc, en application de l'article L213-1 et 2313-1-1 du Code général des collectivités territoriales, Madame le maire vous demande d'adopter la consolidation des comptes 2024 telle que présentée dans le projet de délibération, qui reprend les résultats du budget du CCAS et des budgets annexes, ainsi que le montant des subventions versées en 2024 au Centre social et culturel pour la commune. Le Centre social et culturel ne peut fournir son bilan 2024 puisque le commissaire aux comptes de l'association n'est pas encore intervenu à ce jour. Madame le maire vous propose donc d'annexer ce bilan
au budget principal dès sa validation par le commissaire aux comptes et par le conseil d'administration du centre social. Le résultat, bien évidemment, vous sera communiqué lors d'un prochain conseil municipal. Des remarques, des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons au 2.5 avec l'approbation du budget primitif. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune. Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Les documents relatifs au budget primitif 2025, projet de délibération, annexes et maquettes, vous ont été transmis par mail pour la commission de finances qui a eu lieu le 17 mars dernier. Avant de donner la parole à M. Lefebvre pour présenter le budget, je voudrais apporter une précision sur les produits de fiscalité. La DDFiP nous a transmis l'état 1259. Les produits prévisionnels communiqués sont supérieurs aux prévisions budgétaires inscrites au budget primitif 2025. Ces recettes supplémentaires feront l'objet d'une décision modificative au courant de l'année. Monsieur Lefebvre. Merci, Madame le maire. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Alors, la délibération relative au vote du budget primitif se présente de la manière suivante. Donc, tout d'abord, les modalités de vote du budget primitif 2025. Nous allons également aborder les taux de fongibilité pour 2025, également les crédits qui seront ouverts au budget primitif 2025 et les autorisations de programme. Alors, concernant les modalités de vote du budget primitif 2025, Madame le maire vous propose de le voter par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec les chapitres opérations d'équipement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Les provisions seront semi-budgétaires. Concernant les taux de fongibilité, Madame le maire vous propose de l'autoriser à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes: section de fonctionnement 7,5% et la section d'investissement 7,5% également. Concernant les montants prévisionnels du budget primitif 2025 et de façon synthétique, je vous rappelle les éléments suivants. Alors, le budget s'élève globalement à 16 490 786 euros et 96 centimes, dont 12 165 000 euros en section de fonctionnement et 4 325 786 euros et 96 centimes en section d'investissement. Cette proposition intègre la reprise des restes à réaliser 2024 et l'affectation des résultats votés précédemment. Alors, concernant la section de fonctionnement, en dépenses, nous avons les gros chapitres, 3 289 260 pour les charges à caractère général, 6 300 000 pour les charges de personnel, 1 761 100 euros pour les autres charges de gestion courante, 140 000 euros pour des charges financières, 5 000 pour les charges spécifiques, 8 140 euros pour les atténuations de produits et enfin 1 000 euros pour des provisions. Et nous avons également 460 500 euros pour les dotations aux amortissements et 200 000 euros de virement à la section d'investissement. Par rapport au budget primitif 2024, on compare bien de budget à budget, cette masse de dépenses progresse de 1,21%, hors virement à la section d'investissement et amortissement des immobilisations. Une présentation détaillée vous a été présentée en commission finances. Afin de financer les projets communaux, le virement à la section d'investissement reste stable par rapport au budget primitif 2024 et atteint 200 000 euros. En recettes
de fonctionnement. Elle s'équilibre avec l'affectation partielle du résultat de fonctionnement 2024, qui a fait l'objet d'une reprise lors de ce conseil municipal. Alors, les recettes du chapitre 70, c'est-à-dire les produits de service, elles sont en progression de 7,33%. La hausse des impôts et taxes, les chapitres 731 et 73, elles seraient en hausse de 1,97%. Le chapitre 74, dotation et participation, celui-ci serait en baisse de 1,57%. Les prévisions budgétaires pour le chapitre 75, c'est-à-dire les autres gestions courantes, celles-ci régressent de 14,30%. Et enfin, les prévisions budgétaires inscrites au chapitre 78, reprises sur provision. Elles concernent la reprise de la provision constituée en 2024. Concernant la section d'investissement, en dépenses, nous avons le remboursement du capital de notre dette pour 560 000 €. Nous avons également les dépenses prévues l'année dernière, se poursuivant dans le cadre des restes à réaliser, pour un montant de 1 413 159 €. Les dépenses nouvelles, conformément au débat budgétaire, pour 2 032 968 € et 96 centimes. Et enfin, les opérations d'ordre et patrimoniales pour 319 659 €. Les recettes, celles-ci s'équilibrent avec les dotations pour 409 000 €, les subventions d'investissement pour un montant prévisionnel de 503 188 €, le recours à un emprunt à hauteur de 82 000 €, des cessions foncières pour 269 900 €, le remboursement partiel d'un prêt accordé en 2022 pour 7 000 €, des opérations d'ordre de transfert entre sections et les opérations patrimoniales pour 511 500 €, l'excédent d'investissement 2024 reporté pour 90 183 € et 53 centimes, la part de l'excédent de fonctionnement 2024 affecté à l'investissement pour 997 812 € et 43 centimes, et enfin le virement provenant de la section de fonctionnement pour un montant de 200 000 €. Je vous reparle un petit peu des APCP pour donc 2025. Madame le maire vous propose de clôturer l'AP concernant la réfection du quartier des Hautes Communes. Le montant révisé et final de l'AP est de 1 745 561 € et 49 centimes. Concernant l'AP réfection des allées, des chardonnerets, des fauvettes et des pinsons, le montant révisé de l'AP est de 627 193 € et 89 centimes. Les crédits antérieurs au 1er janvier 2025 étaient de 18 101 € et 89 centimes. Et concernant la troisième AP, le renouvellement de l'éclairage public sur la commune, le montant révisé de l'AP est de 1 360 000 €. Donc les crédits ouverts pour 2025 s'élèvent à 740 000 €, dont 458 446 € de reste à réaliser 2024. Et donc reste à financer au-delà de l'année 2025, il restera 620 000 €. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Fèvre. Je pense que c'était bien clair. Toutes les précisions avaient été apportées lors des commissions finances. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Bouchel. On va être cohérent avec notre décision du vote des débats d'orientation budgétaire et sans également s'abstenir pour le budget 2025. Pas de souci, on l'entend. Nous passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 2.6 avec les subventions de fonctionnement 2025. Nous allons tout d'abord regarder le budget du CCAS et ses budgets annexes. Le Centre communal d'action sociale est un service administratif qui anime une action générale de prévention et de développement social. Ainsi, le CS de Marc propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficultés sociales
et mène des actions en faveur des personnes âgées comme la distribution de chèques cadeaux ou l'organisation d'un repas annuel. Le CCAS gère le suivi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, solidarité et socio-professionnelle, ainsi que diverses bourses, notamment l'accession à la propriété, la mobilité internationale et la bourse au permis de conduire. Il gère également une résidence autonomie, le foyer des personnes âgées de Marc et le foyer pour personnes âgées de la résidence Les Thermes. Madame Millien, je vous laisse présenter la délibération. Merci, Madame le maire. Le financement du CCAS est assuré en grande partie par la commune par le biais de subventions de fonctionnement. En 2024, la subvention représente pour le CCAS 90% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement. Pour le budget annexe pour le foyer personnes âgées, 33% des recettes de fonctionnement hors excédent reporté. Et pour le budget annexe résidence-logement pour personnes âgées, 34% des recettes de fonctionnement hors excédent reporté. Pour l'exercice de leur mission, Madame le maire vous propose d'attribuer au budget du CCAS et à ses budgets annexes les subventions 2025 suivantes. Pour le CCAS, 367 500 €. Pour le foyer des personnes âgées, 153 000 €. Pour la résidence logement pour personnes âgées, 43 000 €, soit un total de 563 500 €. Dans la globalité, les subventions allouées au CCAS progressent en 2025 de 8 400 €. Pour le budget principal du CCAS, la diminution est liée à la baisse des besoins pour le fonctionnement de l'épicerie sociale. S'agissant du budget annexe FPA, la subvention progresse du fait de la programmation d'une expertise de la résidence courant premier semestre 2025, ainsi qu'à la baisse de ses recettes issues du forfait autonomie. Quant au budget annexe pour la résidence logement personnes âgées, la subvention est en baisse compte tenu de la hausse de son excédent d'exploitation et des recettes à percevoir au titre de la location des logements. Les subventions ne seront versées qu'en fonction des besoins de trésorerie de ces budgets. Voilà, Madame le maire. Merci, Madame Millien. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons au 2.6.2 avec les associations locales et d'utilité publique. Je voudrais une nouvelle fois rappeler le soutien important de la commune aux associations marcoises, quel que soit leur domaine d'intervention, culturel, sportif, artistique, éducatif. Je remercie bien entendu l'ensemble des bénévoles pour leur engagement et leur investissement. Et Madame Louchet va nous présenter la délibération. Merci Madame le maire. La commune apporte une aide financière aux associations marcoises auxquelles il faut rajouter les moyens matériels mis à disposition à titre gratuit. Les équipements sportifs, les salles, les podiums, les charges de fluides et d'entretien. En 2024, sur les 449 761 € votés, 445 421 € ont été versés aux associations. Malgré l'attribution d'une subvention de fonctionnement, certaines associations n'ont sollicité aucune demande de versement, comme I Love Chair Dance, Association Marc Loisirs Canin, la Prévention Routière et l'APF France Handicap. Une association n'a pu prétendre au versement du solde de sa subvention, sa demande ayant été transmise après la date butoir définie dans la délibération. Il s'agit de l'association Transcendance. Pour 2025, l'ensemble des subventions proposées dans cette délibération représente 468 220 €, soit près de 4% des dépenses réelles de fonctionnement du budget de la ville. Certaines associations verront leur subvention de fonctionnement 2025 progresser. Il s'agit de l'OMS, du FJEP Football, de l'association Foyer Jeunes Éducateurs Populaires du Fort Vert, Cyclotour, du ping-pong, de l'AS Marc Athlétisme, de l'AS Marc Pétanque, de l'association Aikigo do Shingo Marquois, de l'AS Marc Judo, des Islandais Char à voile, du Tuir Dance Club de Marc, des Navarro Country Dancers et le Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau. Ces hausses représentent 20 209 € sur les 468 220 proposés. L'association Danse de Salon de Marc et le Cani Club de Marc se verront octroyer une subvention de fonctionnement en 2025.
La subvention pour de l'association Culture et Bibliothèque de Marc régresse de 250 €. D'autres associations n'ont pas sollicité de subvention de fonctionnement pour 2025, comme Alert Share Dance, la FNACA, la Prévention routière et l'APF France Handicap. Madame le maire vous propose d'attribuer les subventions 2027 telles que présentées dans le projet de délibération, à savoir: les subventions seront versées aux associations selon les modalités décrites dans les conventions de financement conclues entre la commune et les associations. Les subventions 2025 non sollicitées pour les associations au 30 novembre 2025 seront annulées. Les soldes des subventions 2025 non sollicitées par les associations, je sais ce que je viens de dire, au 30 novembre seront annulés. Il est rappelé que les élus qui sont membres dirigeants ou présidents d'honneur ou ont un lien de parenté avec l'un des membres du bureau d'une association pour laquelle le conseil municipal propose de verser une subvention de fonctionnement 2025 ne doivent pas participer au vote afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Ainsi, ne prennent pas part au vote pour les associations suivantes: l'OMS, M. Fabrice Martin, Mme Laurence Louchet, M. Daniel Langlin, Mme Évelyne Fiolet, Mme Sandrine Branly, M. Christopher Brancard et M. William Bouchel. Le comité des fêtes et de la culture pour Mme Corinne Noël et Mme Laurence Louchet. Le centre social et culturel Cousteau, Mme Corinne Noël, M. Fabrice Martin, M. Daniel Langlin, M. Quentin Willom, Mme Véronique Dumont-de-Seigne, Mme Laurence Louchet, Mme Sophie Millien, Mme Évelyne Fiolet. Pour le comité de jumelage, Mme Corinne Noël, M. Fabrice Martin, Mme Laurence Louchet, M. Quentin Willom, Mme Annie Dessort, Mme Évelyne Fioli, M. Patrick Fuselier, M. William Bouchel et Mme Céline Bouchel. Transcendance, Mme Évelyne Fiolet. L'AS Marc Pétanque, Mme Corinne Noël. L'Amicale du personnel, Mme Corinne Noël. Et le GEDON, Mme Dumont-de-Seigne et M. Dumont-Pierre-Henri. Voilà, Madame le maire. Y a-t-il des précisions? Monsieur Bouchel? Remarque, Oui. favorable bien sûr à l'ensemble des subventions versées. Il y a quand même 23 000 € de subventions supplémentaires par rapport à 2024. Et on voit qu'on a fait un gros effort pour le centre social Cousteau. Je ne reproche pas, sur les 23 000, il y a 17 000 € pour le centre social Cousteau. Ils en ont vraiment besoin avec l'ensemble des projets. Déjà l'année dernière, on avait eu un problème de déficit, c'était limite. Oui, on est d'accord. En fin d'année, on avait déjà prévu de leur remonter leurs subventions et là, ils ont encore besoin d'un petit plus. Ouais, okay. Je pense que c'est vraiment complémentaire à la municipalité, donc il faut absolument qu'on fasse un geste pour le centre Cousteau qui puisse continuer à mettre en place toutes ces animations et ils sont vraiment proches des habitants. C'est qu'une remarque, hein, c'est pas... Oui, tout à fait. Non, mais je conclus également. Nous passons au vote. Non, mais je sais qu'il y a le président. Alors, M. Dumont ne participe pas à quoi? Au centre Cousteau. Au centre Cousteau. Voilà. Parfait, j'ai pris note. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 2.6.3 avec les coopératives scolaires. C'est M. Guillaume. Merci, Madame le maire. Oui, je vois qu'il ouvre la fenêtre. Il fait chaud ici. C'est déjà l'été à Marc. Alors, chaque année, la commune verse une subvention aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires de la commune. Cette aide financière est calculée sur la base du nombre d'enfants scolarisés. Le taux par élève est fixé, comme l'année dernière, à 1,3 €, 1,30 €. Madame le maire vous propose d'accorder les subventions pour 2025 aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires de la commune, telles que présentées dans le projet de délibération. Merci, M. Guillaume. Des questions? M. Bouchel? Vu la baisse des effectifs scolaires sur Marc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter un petit peu la subvention de 1,30 à 1,35 pour garder à peu près un équilibre? Puisqu'on perd des enfants, donc la commune ne fera pas plus d'efforts pour l'année prochaine. Oui. Pour l'instant, on va le laisser comme présenté aujourd'hui dans la délibération, mais c'est à revoir pour la suite, pourquoi pas. Au CLEP, quand on fait la réunion au mois de novembre avec l'ensemble des directeurs et des représentants de parents d'élèves, il faudra peut-être réétudier la situation.
C'est un petit coup de pouce pour les sorties pédagogiques. Mais on a notamment. plein d'autres charges, vous savez. Je peux Je vous dire sais, que madame. les écoles nous coûtent cher, mais elles sont vraiment utiles. On fait le maximum pour nos écoles, aussi bien par les travaux, la cantine, les accueils de loisirs, etc. Donc on fait un gros effort. On avait calculé la dernière fois qu'on avait à peu près 300 000 euros par an pour chaque groupe scolaire. Ça remonte, c'est quand même un coût, hein, on est bien d'accord. Donc là, j'entends bien votre remarque. Pour l'instant, je vous propose de laisser exactement de la même hauteur à 1,30 pour cette année et on verra par la suite. Monsieur Dumont veut rajouter quelque chose? Oui, merci Madame le maire. Et en effet, s'il y a vraiment besoin dans les écoles et qu'ils nous montrent qu'ils ont besoin, il n'y a pas de sujet pour qu'on puisse réajuster l'année prochaine, voire même en cours s'ils sont vraiment dans une difficulté, sachant que lorsqu'il faut faire des voyages scolaires, puisque vous évoquiez la question, il y a ça, mais c'est surtout qu'on passe souvent des délibérations en plus pour les accompagner dans les projets. Dans ce conseil municipal-là, vous avez par exemple une délibération pour le projet fleurissement dans les cours d'école. Donc on essaye justement de ne pas faire prendre en charge directement par les coopératives les projets un peu spécifiques qui ne sont pas du tout venants, donc ce qui permet de pouvoir aussi trouver un autre moyen de pouvoir accompagner les écoles. Oui, bien sûr. Oui. Oui, chaque année, on laisse une ligne budgétaire pour les projets un peu originaux dans les écoles. Et là, on a répondu favorablement à l'école de l'aéroport. On l'expliquera tout à l'heure. Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons au 2.7 avec la fiscalité directe locale, la fixation des taux 2025. Monsieur Dumont. Merci Madame le maire. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2023, plus aucun contribuable ne paye la taxe d'habitation sur les résidences principales, mais le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants continue à être, elle, perçu par les communes. En 2021, le taux de référence du foncier bâti était égal à 41,45%. Ça correspond à la somme du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties communales en 2020, qui était de 19,19%, et du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département en 2020, qui était de 22,26%. Ces informations figurent sur la page 2 de l'état 1259, qui a été annexée au projet de délibération, et c'est exactement les mêmes chiffres depuis maintenant plusieurs années. Je rappelle que pour garantir aux communes une compensation intégrale de leur perte de la taxe d'habitation, un coefficient correcteur calculé par la DDFiP s'applique chaque année, et ce depuis 2021, au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de supprimer les écarts de produits générés par la réforme. Ce coefficient correcteur sera propre à chaque commune de France et est figé pour les années suivantes. Celui de la commune de Marcq est fixé à 1,178011. Suite à la mise en ligne de l'état de notification des bases prévisionnelles de fiscalité directe locale pour 2025 sur le portail de la gestion publique, les bases d'imposition prévisionnelle 2025 des taxes de foncier bâti et de foncier non bâti s'élèvent à 9 069 000 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit une hausse de 3,33% par rapport à 2024, 292 000 € pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, soit une hausse de 3,75% par rapport à 2024, 209 800 € pour la taxe d'habitation, parce qu'il en reste, répartis comme suit: 137 900 € pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, soit moins 16,76% par rapport à 2024, 71 900 € pour la taxe d'habitation sur les logements vacants, soit une diminution de 38,43% par rapport à 2024. Le coefficient correcteur que je vous évoquais tout à l'heure étant supérieur à 1, cela indique que la commune est sous-compensée. Elle percevra donc, outre les produits que je viens de vous évoquer, des taxes directes locales, un complément de ressources fiscales estimé à 680 957 € pour 2025. En ce qui concerne les taux, vous l'avez compris, la commune a décidé de ne pas augmenter les taux communaux en 2025, comme nous nous y étions engagés en 2020 lors de la campagne électorale, et que les petites hausses que j'ai pu vous évoquer sont uniquement dues à l'effet base, qui est l'effet de l'État. Ainsi, Madame le maire vous propose de les fixer pour 2025, ces taux communaux comme suit: taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants 19,15%, c'est-à-dire le maintien au même niveau que depuis 2017, après une baisse de 10% des taux de la taxe d'habitation, quand la taxe d'habitation était en vigueur, conformément à notre engagement de campagne de 2014. La taxe foncière sur les propriétés bâties
un taux à 41,45%, c'est-à-dire le maintien au même niveau de 2021 quand il y a eu la grande réforme et que ce taux a été la fusion des différents taux. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 54,97%, c'est le maintien au même taux que 2017. Le produit attendu 2025 des taux à taux voté est donc de 3 959 790 €. Monsieur Bouchel, vous nous aviez demandé lors du débat d'orientation budgétaire, mais je suis certain que vous avez préparé votre question également pour aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Mais on a récupéré les chiffres puisque vous les aviez demandés. Donc à titre comparatif, les taux moyens des communes de même taille en France, donc de la strate 10 000 à 20 000 habitants, en 2023 étaient fixés comme suit. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants 17,24, quand nous on est à 19,15. Taxe foncière sur les propriétés bâties 52,53, quand nous on est à 41,45%. Et taxe foncière sur les propriétés non bâties 74,35%, quand nous sommes à 54,97%. Vous avez tout ça dans l'état, normalement, 1259. Je vais même aller un petit peu plus loin, puisque M. Lefebvre m'a apporté quelques précisions tout à l'heure. Si on se concentre sur la taxe foncière bâtie, qui en fait est le dernier impôt qui est payé par une majorité des habitants ici sur la commune, donc le taux à marque, vous l'avez compris, de 41,45%. La strate au niveau national, 10 000 à 20 000 habitants, est de 52,53%. Et la moyenne des communes du département, dans le Pas-de-Calais, est de 51%. Donc en fait, on s'aperçoit que si on se mettait au niveau départemental ou même de la strate au niveau français, chaque Marquois devrait payer 25% de plus sur sa taxe foncière bâtie si on se mettait au même niveau, puisqu'on est 25% moins élevé que les communes soit du département, soit de la même strate. Pour vous donner donc les chiffres, à quoi ça correspond ? En 2025, donc, on estime recevoir 3,750 millions d'euros de recettes sur la taxe foncière bâtie. Et si on se mettait au niveau départemental ou au niveau de la strate, puisque les taux sont très proches, on aurait 4,625 millions d'euros. Donc en fait, on a un delta, une perte en réalité, qui n'est pas vraiment une perte, mais c'est un choix politique qui est fait de ne pas s'aligner sur les moyennes départementales ou les moyennes de la strate, qui nous coûte 900 000 euros par an. Mais ça nous coûte 900 000 euros, mais en réalité, c'est du pouvoir d'achat qu'on rend aux habitants, puisqu'on ne le prend pas par rapport à la moyenne. Et donc si on fait depuis 2014, puisque c'est une politique qu'on mène depuis 2014 avec la baisse des taux, ça veut dire qu'on a fait économiser en pouvoir d'achat aux habitants de la ville 10 millions d'euros. Si on multiplie les 11 années par rapport aux 900 000 euros de delta. Donc c'est quand même un choix qui est fait et on peut se le permettre puisque tous ensemble, et vous également avec les idées que vous pouvez nous apporter lors des conseils municipaux ou en commission, avec l'ensemble des élus, on réussit à avoir une gestion extrêmement rigoureuse en évitant de trop dépenser pour trop imposer les habitants. Pour vous donner des exemples vraiment pris au hasard du département du Pas-de-Calais, et j'en terminerai par là, donc quand nous on est à 41,45% de taux de taxe foncière bâtie, une ville prise totalement au hasard, Hénin-Beaumont, est à 60. Non, mais c'est parce qu'on entend des gens qui disent dans la ville d'Hénin-Beaumont, c'est bien géré. Et les gens en ont pour leur argent. Bon, la réalité, c'est que le taux à Hénin-Beaumont, c'est 60,55%. Quand nous, on est à 41. Ce qui veut dire que la même maison où un couple, un foyer, payerait 4 000 euros à Marc, s'il avait la même maison à Hénin-Beaumont, il payerait 6 000 euros. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Chacun en tirera les conséquences et les conclusions qu'il le désire. Une autre ville totalement prise au hasard, Bruay-la-Bussière, 61,16% de taux de la taxe foncière bâtie. C'est donc les mêmes niveaux, chacun, une fois plus, en tirera les conclusions qu'il le désire. Mais voilà pour les chiffres que vous m'aviez demandé, monsieur Bouchel. Et je ne vous fais pas de lien entre vous et Hénin-Beaumont, je vous rassure. La strate, c'est 10 000, 20 000 habitants. Ouais. Et c'est pas nous qui décidons. Et nous, on est vraiment nous, on était vraiment à 10 000. Voilà. On est d'accord, tout en bas. Oui, d'accord. Donc, il faut relativiser, je Il faut pense. relativiser. Oui, d'accord. Oui, c'est bien d'avoir les chiffres, mais il faut relativiser un petit peu. Les strates, c'est pas nous qui les décidons, c'est la DDFIP qui nous donne les chiffres. Voilà, madame le maire, pour les taux. C'est très bien. Monsieur, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Donc effectivement, c'est bien pour ça qu'on a comparé au département. Parce que la strate, c'est vrai qu'on est en bas de la strate, et donc en se comparant au département, on est plus dans la réalité. On a quand même 10% quand même Il y a en moins. 10 points de C'est base, énorme, hein. effectivement.
Entre 41 et 51, 10%, c'est énorme. Bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au point suivant avec la jeunesse et éducation. Tout à l'heure, on parlait des projets des écoles et là, on va pouvoir aborder celui de l'école de l'aéroport. Dans l'ensemble des écoles, la commune a investi près de 245 000 € en 2024 pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions possibles. Alors, bien entendu, ce sont les travaux de rénovation de la toiture des hautes communes, le bureau de la directrice de l'école de l'aéroport, l'éclairage qui a été remplacé dans certaines écoles maternelles comme le moulin et d'autres travaux d'entretien dans chacune de nos écoles. Nous avions évalué le coût supporté par la commune pour le fonctionnement d'une école maternelle et primaire sur le plan aussi bien pédagogique que matériel. Et on avait évalué à 300 000 € par an et par groupe scolaire, ce qui montre quand même largement l'investissement de la commune dans l'avenir de notre jeunesse. Monsieur Guillaume. Merci, Madame le maire. Le concours des écoles fleuries est un concours organisé par la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, des DEN, avec le soutien du ministère. Il s'adresse aux écoliers, collégiens et consiste en un projet d'apprentissage par le jardinage et d'éducation au développement durable. Le concours des écoles fleuries est destiné à valoriser les activités de fleurissement et de jardinage à l'intérieur et à l'intérieur des écoles ou collèges, à condition qu'elles soient réalisées essentiellement par les élèves. Cette activité interdisciplinaire favorise l'acquisition par les élèves de connaissances et compétences dans les domaines artistiques, scientifiques, civiques et sociaux. Elle consiste en particulier à agir et améliorer son cadre de vie, respecter le travail de chacun au travers d'un projet éducatif commun, développer la démarche coopérative, observer en grandeur nature les saisons et la végétation et apprendre en jardinant durablement. Le concours des écoles fleuries développe une démarche coopérative qui valorise l'autonomie et l'initiative des élèves. Il contribue également à l'ouverture de l'école ou du collège sur son environnement. Cette année, l'école de l'aéroport s'est portée volontaire pour participer à ce concours. Toutes les classes souhaitent se mobiliser et mettre en œuvre un jardin potager d'école. Une feuille de route a été proposée à la commune par les enseignants et un budget a été établi pour toutes les dépenses à prévoir. Ainsi, afin de participer à la réussite de ce projet éducatif et environnemental, Madame le maire vous propose de verser à l'école de l'aéroport une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Merci, Monsieur Guillaume. Vous avez eu l'occasion de rencontrer les enseignants il y a quelque temps pour mettre en place ce projet. On a eu l'occasion ce matin d'aller visiter l'école de l'aéroport puisque nous avons remis aux élèves de CE2 leur permis piéton officiellement. Et nous avons eu l'occasion de voir les élèves mettre la terre à l'intérieur des petits potagers. Je peux vous dire qu'ils étaient vraiment très heureux de pouvoir mélanger la terre entre le terreau, le compost, etc. Et ils y prenaient vraiment beaucoup de plaisir. J'ai même su par les enseignants que les élèves demandent pendant l'heure du midi et les récréations de pouvoir compléter la terre à l'intérieur des petits bacs, comme on peut dire. Et je pense que vraiment, c'est un projet qui va être suivi par l'ensemble des élèves et des enseignants. C'est un beau projet que je soutiens à fond. Donc, on verra au mois de juin ce qui a été semé et ce qu'on va récolter comme peut-être des radis ou d'autres choses. Enfin, ce sera avec plaisir qu'on ira sur place constater le travail de nos petits jardiniers. Voilà, avez-vous des questions ? Des votes contre, des abstentions adoptées. Nous passons 4 points avec l'urbanisme, avec le PLH. Dans le cadre de sa compétence en matière d'équilibre social de l'habitat, la communauté d'agglomération de Grand Calais-Terre-et-Mer est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et de suivre le programme local de l'habitat sur son territoire. Ainsi, le Conseil communautaire a délibéré en faveur du premier arrêt projet de ce document cadre, joint à votre convocation, lors de la séance du 6 février 2025. Conformément à l'article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation, Madame la présidente de Grand Calais-Terre-et-Mer a transmis le dit projet pour recueillir l'avis du conseil municipal. C'est Monsieur Dumont qui va nous présenter la délibération. Merci Madame le maire. Le PLH définit pour une durée de 6 ans, 2025-2031, sur le territoire de l'agglomération, les objectifs et les principes d'une politique de l'habitat visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes en situation de handicap, en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Le PLH inclut donc l'ensemble de la politique locale de l'habitat et vise à la fois le parc public, le parc privé, la gestion du parc existant, celui des constructions nouvelles et les populations spécifiques qui les occupent. Aussi, plusieurs phases d'études se sont succédées pour aboutir à l'élaboration des pièces réglementaires suivantes devant constituer ce document, conformément aux dispositions de l'article L. 302-1 du CCH. Un diagnostic, tout d'abord, abordant l'analyse socio-démographique et économique, les caractéristiques globales du marché du logement et les enjeux du territoire. Une mise à jour des principaux chiffres clés avant le deuxième arrêt du PLH sera effectuée afin de disposer d'une version la plus à jour possible avant le passage au niveau régional. Un document d'orientation énonçant les principes et attendus du PLH, du plan local de l'habitat, ainsi que ses orientations stratégiques, et un programme d'action détaillé. Le programme d'action du président PLH contient 17 actions classées de la manière suivante au sein de 4 axes stratégiques politiques retenus. Le premier axe, qui consiste à maîtriser la construction neuve pour renforcer l'attractivité et l'équilibre du territoire. Nous avons 5 actions. D'abord, produire à l'échelle de l'agglomération 433 logements neufs par an. Deuxième action, mettre en place une stratégie foncière. Troisième action, diversifier et déconcentrer l'offre locative sociale pour répondre aux besoins des ménages. Quatrième action, créer un cadre de dialogue et d'attractivité auprès de la promotion privée. Et cinquième action de ce premier axe, suivre l'évolution de l'offre des meublés touristiques. Le deuxième axe consiste à poursuivre la réhabilitation du parc ancien. Là aussi, 5 actions. Donc, première action de ce deuxième axe, garantir la qualité de l'offre proposée au sein du parc locatif privé. Deuxième action de ce deuxième axe, poursuivre la reconquête des logements vacants. Troisième action, poursuivre l'intervention au sein des copropriétés. Quatrième action, coordonner une stratégie intercommunale pour le bâti dégradé et pour la rénovation énergétique. Cinquième action, soutenir la primo-accession, notamment dans le parc ancien. Nous avons ensuite le troisième axe, qui consiste à assurer la réalisation de parcours résidentiels ascendants. Là, nous avons 3 actions déterminées. La première, développer l'offre de logements à destination des jeunes actifs pour accompagner le développement économique du territoire. La deuxième, renforcer l'accompagnement des seniors vers l'accès à une offre adaptée au vieillissement à domicile. Et la troisième, répondre aux obligations réglementaires du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Le quatrième axe, est donc le dernier, est articulé autour de 4 actions. Et le quatrième axe, c'est structurer la gouvernance de la politique de l'habitat. Première action, structurer les services. Deuxième action, évaluer la politique mise en place. Troisième action, piloter et animer la politique locale de l'habitat en lien avec les communes et les partenaires. Dernière action, garantir la compatibilité réglementaire du projet d'aménagement du territoire traduit dans les documents cadres. Tout ça pour vous dire, après ces actions, ces axes que tout le monde a suivis avec assiduité, qu'un travail collaboratif a été mené tout au long des travaux de construction de ce PLH, avec une large association des communes, des acteurs de l'habitat et des partenaires locaux. Ce PLH constitue la première marche formalisant une culture de l'habitat communautaire, permettant de répondre au scénario retenu par les élus, qui est de réduire le déficit démographique. Vous savez que l'agglomération baisse en nombre d'habitants de façon assez importante, pour plusieurs raisons, et donc l'objectif est de freiner la chute démographique, qui est d'ailleurs l'objectif que nous, on poursuit maintenant ici sur la commune de Marcq depuis plusieurs années. Les objectifs de ce PLH, en adéquation avec la dimension du territoire, reflètent l'engagement collectif des élus en la faveur d'un développement équilibré et durable du territoire, de lutte contre l'habitat indigne et de la précarité énergétique, d'une réponse aux besoins en logement. Concernant la commune de Marcq, puisque c'est quand même ça qui nous réunit aujourd'hui, le PLH reprend notamment les objectifs de construction de logements, tant pour la construction de logements privés que pour celle de logements locatifs sociaux. Le PLH prévoit la construction, entre 2025 et 2031, de 288 logements. Il reprend notamment les projets suivants. D'ici 2027, 46 logements livrés pour les opérations suivantes, 42 logements privés, dont 10 lots libres et 32 appartements privés en copropriété. Le reste
c'est-à-dire 4 logements privés en diffus. Après 2027, on dénombre 242 logements livrés pour les opérations suivantes, 76 logements du nouveau quartier du Panthéon. Donc comment c'est le quartier du Panthéon? C'est l'objectif de relier l'avenue de Verdun à l'avenue de l'Aéroport, qui est découpé en 2 aménageurs. Et au sein de chaque aménageur, c'est là aussi découpé en 2 morceaux. On a donc 4 morceaux de 2 aménageurs. Je ne sais pas si je suis clair. Tout le monde a suivi? Oui. Voilà. Parfait. Et donc, on commencerait donc après 2027, donc 76 logements du nouveau quartier du Panthéon côté est, c'est-à-dire côté avenue de l'Aéroport, dont 52 lots libres et 24 logements sociaux. 78 logements sociaux au niveau de l'impasse Vauban avec le projet Les Jardins d'Opale. C'est pour ça qu'on a commencé à détruire une maison avenue de Calais pour créer l'accès qui est à côté de l'auto-école d'Arrêt. Nous avons 73 logements à nouveau au Panthéon, mais cette fois-ci côté ouest, avenue de Verdun, dont 49 lots libres et 24 logements sociaux. Et le reste, c'est 15 logements qui seront des logements privés diffus. Donc le principe de Panthéon, c'est qu'on fait comme au moment de la conquête de l'Ouest et de la création du rail et du chemin de fer transcontinental américain, on commence des 2 côtés en même temps et on se rejoint au milieu. Voilà. Cette programmation de logement va permettre à la commune de résorber fin 2026 son déficit de logements sociaux et de remplir ses obligations de 20% de logements sociaux sur son territoire, conformément à la loi SRU. Je rappelle qu'en 2014, il y avait 11% de logements locatifs sociaux et que nous serons à la fin de cette année, avec la livraison en particulier des Ursulines, à 19,96% de logements locatifs sociaux, alors que l'objectif est de 20%. Nous avons privilégié les béguinages pour personnes âgées, conformément à l'axe de l'autonomie des personnes en situation de handicap et personnes âgées dans des logements accessibles du PLH. Madame le maire vous demande... Ah oui, pardon. Et donc, du coup, on continuera de faire 20 à 25% de logements locatifs sociaux dans les opérations pour maintenir ce niveau à 20%, puisque, évidemment, si nous sommes à 20% et que nous faisons des extensions ou des constructions sans logements locatifs sociaux, ce chiffre diminuera et nous mettra en contradiction avec la loi. Voilà, j'étais beaucoup plus long que prévu, Madame le maire, je suis absolument désolé. Vois, comme d'habitude. Mais Madame le maire vous demande de donner un avis favorable au PLH. Mais là, c'est important, parce qu'on va faire 2 remarques. C'est toujours important. On va faire 2 remarques. Allons-y. Au niveau de la ville de Marcq, comme on avait pu le faire sur le PADD, qui ont été reprises lors du dernier conseil communautaire, la ville de Marcq, sur ce PLH, donc, propose de donner un avis favorable, mais en ajoutant 2 remarques. Donc, nous regrettons l'insuffisante prise en compte et analyse par le PLH du phénomène d'éviction par les prix des jeunes ménages du territoire issus des classes moyennes, de l'accès au logement dans le parc privé, conséquence d'une raréfaction des nouveaux biens privés d'un côté, de l'arrivée de nouveaux ménages extérieurs à l'agglomération, qui travaillent dans l'industrie dunkerquoise, qui possèdent un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne du territoire de l'autre côté, puisque l'industrie est le dernier espace où il y a des gains de productivité, où donc les salaires augmentent plus vite, en particulier que les services, et donc on risque d'entrer en concurrence, de faire entrer en concurrence des couples qui viennent de l'extérieur avec des jeunes couples qui habitent sur le territoire. Donc on demande une analyse un peu plus approfondie dans le cadre de la révision du PLH qui a été évoquée tout à l'heure. Et la ville de Marcq, deuxième remarque, rappelle que c'est aux communes de décider, en lien avec les bailleurs, de la typologie et de la taille des logements locatifs sociaux construits sur le périmètre de chaque commune. En gros, si on détermine le nombre de logements locatifs sociaux, le pourcentage à avoir sur chaque territoire de l'agglomération, chaque commune de l'agglomération, ça reste à la commune de dire il faut faire tant de logements de tel type, T2, T3, T4, en PLAI, en PLS, en plus en accession sociale à la propriété. Il faut que ça reste à la main. Ce n'est pas prévu de changer, hein, je vous rassure, mais c'est toujours mieux de le noter. Préciser. Voilà, Madame la maire. J'ai fini cette fois-ci. C'est parfait. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons avec la demande d'enregistrement d'installation placée par la société Opale Biométhane qui demande l'avis du conseil municipal. En l'absence de M. Takoun, je propose à M. Martin de présenter la délibération. Merci Madame le maire. La société Opale Biométhane, dont le siège social est situé 370 route départementale 231 à Amboucre, 62 340, a déposé une demande d'enregistrement en vue de créer une unité de méthanisation à la même adresse. La zone d'épandage toucheront le sud de la commune et sont éloignés de toute habitation. Conformément au Code de l'environnement, cette demande est soumise à consultation du public. Dans le cadre de cette procédure, l'avis de consultation
au public et l'arrêté préfectoral ont fait l'objet d'un affichage en lieu de place habituel en mairie, le territoire communal appartenant au périmètre du projet étant concerné par le plan d'épandage. Le registre est mis à disposition du public en mairie de Hamboucre du 14 avril 2025 au 14 mai 2025 inclus, aux heures d'ouverture habituelles de la mairie. La préfecture demande au conseil municipal de se prononcer sur la création d'une unité de méthanisation par la société Opal Biométhane sur le site de la commune de Hamboucre. Madame le maire vous propose de donner un avis favorable à cette activité. Merci, Monsieur Martin. Des remarques? Est-ce que je dois participer au vote? Je ne sais pas. Oui. Je refuse de participer au vote. Ok. Ah oui, vous avez raison. Donc nous le notons dans le compte-rendu. Oui, tout à fait. En lien avec le maire de Hamboucre. Voilà, pour ne pas vous mettre en défaut. Donc il faudrait le noter. Pas de souci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc j'ai bien pris note que vous ne preniez pas part au vote. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous passons au 6.1 avec la plateforme de dématérialisation avec une convention avec le centre de gestion du Pas-de-Calais. Madame Dumont. Merci Madame le maire. Le centre de gestion du Pas-de-Calais a développé une offre d'accompagnement des collectivités dans le domaine de la commande publique et qui porte sur 2 champs principaux, le conseil et l'assistance juridique et la dématérialisation de la commande publique. Dans ce cadre, le centre de gestion 62 met à la disposition des collectivités et des établissements une plateforme de dématérialisation de la commande publique répondant à la définition de profil d'acheteur. La commune a adhéré au dispositif proposé par le centre de gestion 62 en 2024, qui était alors financé par le biais de la cotisation additionnelle pour les collectivités affiliées. Suite aux observations de la Chambre régionale des comptes, qui a effectué son audit auprès du centre de gestion, celui-ci a décidé de modifier les conditions de tarification de la mise à disposition de la plateforme. Ainsi, le tarif dépend désormais de la taille de la collectivité et du nombre de consultations annuelles. Selon la décomposition par strate d'agents et par tranche, il sera de 0 € pour la commune de Marcq. Pour continuer à bénéficier de la mise à disposition de cette plateforme, la commune doit donc délibérer et signer la nouvelle convention d'adhésion. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette proposition et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante ainsi que tout document à intervenir. À titre personnel, je n'interviendrai pas, je ne participe pas au vote puisque je suis vice-présidente du centre de gestion. Donc ne prend pas part aussi au vote. Bon, donc on ne paye. Toi non plus. Bah oui, du coup. Bon, bah alors, y a-t-il encore des personnes qui votent? Qui veut voter? Donc, non. Bon, de toute façon, on ne donnera rien, mais il existe un barème payant, donc on est obligé d'acter. Puis à 0 €, ça coûte cher. Quoi. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et 2 personnes ne prennent pas part au vote. Nous passons au 6.2 avec l'adhésion à la centrale d'achat Canut. Monsieur Lefebvre. Merci Madame le maire. Alors il existe des dispositifs pour mutualiser les achats entre les collectivités et ainsi réduire les coûts. À ce titre, la centrale d'achat du numérique et des télécoms, qui s'appelle Canut, propose des marchés publics qui simplifient les achats de matériel, logiciels et prestations et couvrent l'ensemble des besoins numériques et télécoms de ses adhérents. Association loi 1901 à but non lucratif, la Canut est une ressource dédiée aux collectivités, aux bailleurs sociaux et autres établissements publics permettant de bénéficier de conditions d'achat préférentielles avec des accords cadres clés en main dans le respect du Code de la commande publique. Pour bénéficier des services de la Canut, il est nécessaire d'y adhérer. L'adhésion proprement dite est gratuite et la centrale d'achat étant associative, des frais sont dus uniquement lorsque la collectivité actionne un accord cadre par leur biais.
Alors, ce coût est de 300 € hors taxe pour un accord cadre, 480 € hors taxe pour 2, 630 € pour 3, 720 € pour 4, 825 € pour 5 et 900 € hors taxe pour 6 accords cadres. L'acheteur qui a recours à une centrale d'achat est réputé avoir respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les opérations de passation et d'exécution qui lui est confiée. La commune souhaite utiliser la CANUT, notamment dans le cadre de son marché de location et maintenance des photocopieurs. Malgré les frais, une économie de 19 000 € sur 5 ans, sur la durée du marché, pourrait être envisagée. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion à la centrale d'achat, d'autoriser Madame le maire à signer et exécuter la convention constitutive, ainsi que tout avenant pouvant intervenir ultérieurement. Merci, Monsieur Lefebvre. Des questions, Monsieur Bouchel? J'ai participé à la commission HE la semaine dernière. Je crois que c'est très intéressant. On peut gagner 19 000 € d'économie au niveau des photocopieurs. Donc je pense qu'on va récupérer l'adhésion. Largement. Largement. Il ne faut pas se priver de petites économies. 19 000 €, c'est déjà conséquent. Donc, bien entendu que nous allons voter favorablement. C'est en location de photocopieur. En location. Tout à fait. L'achat, c'est trop cher. Donc favorable. Favorable. Allons-y. Adopter à unanimité. 7.1, l'environnement. Le réchauffement climatique, la multiplication des événements climatiques intenses, tempêtes, pluies, prouvent que chacun d'entre nous, mais aussi notre commune, doit modifier ses pratiques et construire une ville de demain qui prend en compte ces enjeux de transition écologique. La commune s'investit dans la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité au travers d'actions comme par exemple la gestion différenciée, la réalisation d'un verger conservatoire à l'arrière de la ferme des Aigrettes, la plantation de microforêts au sein du parc Simone Veil, des bandes de gazon fleuri le long de certaines routes et le réaménagement de l'étang de Driade dernièrement. C'est aussi une volonté pour le fonctionnement quotidien des services avec l'éclairage public qui a été renouvelé en LED, comme sur le quartier des Marronniers, l'ancienne chaudière de la mairie qui doit être remplacée, l'isolation de la toiture du COSEC, etc. L'objectif est double, préserver l'environnement et réaliser des économies. Monsieur Martin. Merci, Monsieur Martin. Et on avait des possibilités d'avoir des financements, donc nous en profitons. Oui, Monsieur Bouchel. Il n'y a pas une erreur là? Fonds de concours 2023, c'est pas 2025? Pourquoi? On avait déjà demandé, il me semble, il y a quelque temps, et on avait un délai pour pouvoir l'acheter. Okay. Voilà. Donc le matériel est déjà acheté puisqu'on a fait la présentation la dernière fois aux élus du Sympac. Et donc on a juste simplement le tableau pour que le financement du Sympac puisse rentrer à l'intérieur. On n'a pas un délai pour utiliser le fonds de concours? Non. Oh bon. Voilà. Bien. Une chose apprise aujourd'hui, Monsieur Bouchel. J'ai appris quelque chose. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors nous en avons terminé avec les délibérations, mais nous allons quand même présenter quelques communications avec les travaux. Monsieur Martin.
Alors, concernant les travaux, la toiture du module 2, le marché de la réhabilitation de la toiture du module 2 a été attribué à la société Ramery. Ces travaux, identiques à ceux du module 1, devraient être terminés pour les vacances d'été. L'éclairage public, les travaux de remplacement de l'éclairage public devenu trop énergivore commenceront dans le courant du mois de juin. Comme évoqué, la première phase consistera à remplacer toutes les boules sur la commune. Quelques travaux en régie, donc les travaux de restauration du moulin sont en cours. D'ici quelques semaines, il sera à nouveau doté de ses ailes. Le service bâtiment est actuellement sur la toiture de l'église afin de colmater au mieux les différentes fuites. Voilà concernant les travaux, Madame le maire. Merci, Monsieur Martin. Nous continuons avec la jeunesse, Monsieur Guillaume. Oui, alors les événements passés, le CMJ s'est rendu à l'EHPAD de Marcq le mercredi 12 mars pour partager des crêpes et des jeux avec les aînés. Concernant les événements à venir, le stage poney est complet, le stage piscine est quasi complet pour les vacances de printemps. Les accueils de loisirs lors des 2 semaines de vacances de printemps vont accueillir 110 enfants la première semaine et 90 la deuxième semaine. Le CMJ, en partenariat avec Marcq Loisirs Canin, organise sa 2e fête du chien ce samedi 5 avril, avec notamment le concours du plus beau chien et défilé de chiens. C'était une réussite l'année dernière, et donc là, on aura peut-être plus de soleil qu'au mois de juin. Et puis, le 10 avril, nous nous rendrons avec le CMJ, et avec le Souvenir français de Calais à Notre-Dame-de-Lorette et au Mémorial canadien à Vimiste, un projet également en partenariat avec cette association. Très belle sortie. Très bien. Madame Mercier n'est pas présente. Je vais donc le faire. À moins que tu avais prévu. Vas-y. Allez, Quentin. Alors, le mois de mars a été marqué par un événement... Comment ? Ouais, je suis loin. Un événement incontournable, la grande semaine de la petite enfance. Pour la 9e année consécutive, la Maison de la petite enfance s'est mobilisée pour mettre en place des ateliers sur le thème retenu pour 2025, encore jouer à l'infini. L'occasion pour de nombreuses familles qui fréquentent la crèche, le jardin d'enfants ou le relais petite enfance de partager des moments riches en surprises. De la motricité, du créatif, de la découverte sensorielle, de la découverte culinaire, l'événement était riche en programmation pour les 3 services. La crèche a proposé un atelier en noir et blanc pour les bébés, ainsi que des ateliers pour les grands. Le jardin d'enfants a proposé des ateliers aussi. 4 familles ont pu ainsi participer à un atelier sophrologie détente, un atelier construction encastrement, un atelier parachute et jeux extérieurs. Quant au relais de petite enfance, 10 familles avec 17 enfants et 8 assistantes maternelles sont venues à la porte ouverte organisée le 23 mars. Entre ateliers, animations ludiques, installations extraordinaires, l'engouement pour cet événement a été sans surprise. Le bilan est donc plus que positif. Toutes ces actions favorisent les temps d'échange et de partage, les rencontres, tout en mettant en lumière le travail des professionnels petite enfance que nous remercions. Parfait. Madame Millien. Merci Madame le maire. Le 19 mars dernier s'est déroulé le traditionnel repas de printemps des aînés au complexe Hubert-Seban de 12h à 19h. Celui-ci a rassemblé 170 convives ravis de partager ce moment de convivialité. L'animation a été réalisée par le duo Ibiza. La restauration fut quant à elle assurée par le traiteur aux délices du palais. Le jeudi 22 mai aura lieu la célébration de la fête des mères et des pères au foyer de l'Âge d'Or. Et le traditionnel repas de la Ducasse se déroulera le mercredi 18 juin. La restauration sera assurée par le traiteur aux délices du palais. Merci. Toujours très très bon. C'est le printemps bientôt, Madame Millien. Ça va aller. Le soleil arrive. Regardez cette semaine. On aura la possibilité d'aller nous promener cette semaine, il va faire beau. Monsieur Masson, les événements. Oui, Madame le maire. Donc, depuis le dernier conseil municipal, nous avons eu le 15 mars au complexe Hubert-Seban la soirée cabaret qui a réuni 260 personnes, dont nos amis allemands. Le 16 mars, il y a eu, avec la participation des jeunes du conseil municipal, des élus, des chasseurs et des conseillers régionaux, l'opération Hauts-de-France sur la plage DM pour ramasser les déchets. Donc des centaines de kilos de déchets ont pu être ramassés. Sur les événements à venir, le 6 avril, donc ce week-end, on aura la brocante de printemps où on aura pas loin de plus de 1000 exposants avec toutes les rues
de l'avenue de Calais, avenue Mitterrand et avenue de Verdun. Le 16 avril, les jeunes Marquois et leurs parents pourront aller assister au spectacle Wanted. Donc 2 séances, celle de 14h30 et celle de 17h. Il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire sur le site de la ville. Le 18 avril, nous aurons le spectacle d'Hervé Barbero, qui est un hypnotiseur. Il reste aussi encore quelques places, une 50aine de places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le 24 mai, les Marquois pourront assister à la 2e édition du marché nocturne. Cette année, 14 exposants en plus, ce qui nous fera un total de 54 exposants sur la place de l'Europe. Et on termine par le vendredi 6 juin avec une nouveauté, le Mark Attack Festival sur la place de l'Europe de 17h à 2h du matin avec des artistes de renommée internationale qui ont été annoncés sur les différents réseaux sociaux de la ville. On attend entre 2 et 3 000 personnes sur la place de l'Europe et on cherche encore des bénévoles. Donc s'il y a des personnes qui nous entendent, vous pouvez rejoindre l'équipe des bénévoles du futur festival de Marc. Merci. Merci, Monsieur Masson. Ainsi s'achève ce conseil municipal. Je n'oublie pas, bien entendu, de remercier les élus présents ce soir et pour votre participation. Un gros travail qui a été fait par le service comptabilité pour cette élaboration de budget. Merci, Monsieur Lefebvre, pour la présentation qui a été beaucoup plus rapide que les années précédentes. Vous avez fait de gros efforts. Tout le monde a su l'apprécier. Donc, merci à Monsieur Lefebvre. Merci à Madame Failly qui est vraiment excellente dans son domaine et qui a fait un gros travail avec Monsieur Paulet à recevoir l'ensemble des services pour constituer ce budget. La présentation était parfaite également. Merci à vous tous. Il y a les vacances dans une semaine pour les enseignants, donc bonnes vacances. Comme tous les mois. Non, pas comme tous les mois, c'est toutes les 6 à 7 semaines, je me permets de préciser. Nous allons avoir du beau soleil, enfin en tout cas je l'espère. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt aux différents événements que l'on aura l'occasion de mettre en place au cours du mois de mai. Bonne fin de journée.